Merci Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler des bras droits et des bras gauches. On va parler de latéralisation et non pas des femmes et du livre à Lyon. On est le 1er avril, hein, vous vous souvenez? Donc, bras droit, bras gauche. En termes d'espèces humaines, il y a autant de bras droits que de bras gauches, puisque les êtres humains sont censés posséder un bras droit et un bras gauche. 50-50, parité. En revanche, l'humanité est droitière, massivement droitière. Et ce pauvre bras gauche est très minoritaire. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça et de latéralisation? Parce que c'est une analogie que je trouve assez marquante avec les femmes. Il y a autant d'hommes que de femmes dans l'espèce humaine. 50-50, parité. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a plus de droitiers que de gauchers. Et il y a beaucoup plus d'hommes qui prennent les rênes du pouvoir, du savoir, que de femmes. Donc cette étrangeté qui fait que l'humanité est droitière, qu'on a du mal à expliquer, hein, qu'on n'est pas sûr de savoir expliquer en termes d'évolution, et cette étrangeté qui fait que les femmes ont toujours été reléguées à des places extrêmement minoritaires, fait que on peut se poser des questions hein, sur leur difficile accès au savoir, le travail qui a été fait pour les empêcher d'accéder au savoir, et les moments où il y a eu des efforts, en revanche, à contrario, pour leur permettre d'accéder au monde du savoir, au monde du livre. Donc c'est ce moment-là que je vais essayer d'analyser. Je vais quand même vous parler des femmes et du livre. On va laisser les bras droits et les bras gauches. Et essayer de voir comment à Lyon, au XVIe siècle, via ce petit milieu professionnel du livre, qui couple des hommes du métier, des hommes de l'art, les mécaniques, les ouvriers typographes, les imprimeurs, les maîtres imprimeurs, d'un côté, et puis des intellectuels, spécialistes, des humanistes, on va les appeler pour aller vite, hein, des humanistes qui, eux, ont plutôt, non pas les doigts tachés d'encre, mais plutôt la tête dans les livres hein, et dans les langues. Comment ce petit milieu, donc, qui recouvre, qui fait se rejoindre des intellectuels humanistes et des mécaniques, vont permettre, peut-être, à certaines femmes d'accéder à ce monde du livre. Donc voilà, ça c'est la question, hein, c'est le point de départ. Est-ce que ce monde des gens du livre serait moins étanche que d'autres mondes professionnels, et particulièrement à Lyon? Parce que si on compare Lyon avec d'autres villes du royaume à cette date-là, sur le XVIe siècle, hein, sur le premier grand développement de l'imprimerie, il s'avère que Lyon est une place un peu plus favorable pour les femmes que, par exemple, que Paris. On le verra, hein, que les humanistes et les poètes de la Pléiade ont été beaucoup moins enclins à aider, soutenir des publications féminines que les humanistes lyonnais. Donc voilà, il y a des petits éléments intrigants sur lesquels on va essayer de réfléchir. Donc la promotion des femmes est bien une réalité lyonnaise, du fait d'imprimeurs et d'humanistes, soucieux de promouvoir l'identité féminine. D'emblée se pose un problème qui est celui de la réalité de l'identité féminine. S'agit-il de promouvoir des femmes existant à Lyon, écrivant à Lyon? S'agit-il de promouvoir des fictions féminines? Ce que peut faire la littérature. La littérature écrit, on peut écrire au féminin ou au masculin, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Évidemment, c'est la liberté même de la parole fictionnelle, de la parole lyrique, que de pouvoir adopter le genre masculin ou le genre féminin. Donc promouvoir des identités féminines suppose qu'on va promouvoir des femmes réelles et des femmes fictionnelles. Et évidemment, vous sentez bien que le terrain est glissant. Et je vais venir sur ce terrain glissant. Hein. Où sont les femmes, les vraies? Donc ce processus lyonnais, apparemment un peu plus favorable que d'autres villes du royaume, est le fruit de diverses stratégies qui sont des stratégies très souvent d'ateliers d'imprimeurs et de petits cercles humanistes. Donc c'est ça que je vais essayer d'analyser, si vous voulez, ces petites stratégies pour promouvoir, pour soutenir la publication d'une femme dans le monde du livre lyonnais, entre deux dates, 1503-1571. J'ai choisi arbitrairement 1503-1571. 1503 parce que c'est la date de la Nef des Dames vertueuses. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, le titre gothique n'est pas très lisible. La Nef des Dames vertueuses, composée par maître Symphorien-Champier, docteur en médecine. Donc Symphorien-Champier, qui est lyonnais à ce moment-là, en 1503, va donner cette Nef des Dames vertueuses. Vous la voyez, la nef, hein, ce beau bateau avec des femmes
et qui annonce ce que va être le livre, c'est-à-dire un éloge copieux des femmes, des grandes femmes de l'histoire. 1503, donc ça sera ma date de départ. Et puis, à l'autre bout du siècle, presque à l'autre bout, 1571, c'est la deuxième édition des emblèmes et devises chrétiennes de Georgette de Montenay, qui n'est pas lyonnaise, mais qui vient se faire imprimer à Lyon, qui vient faire une très belle impression ornée de bois, ornée de cuivre à cette date-là, en 1567, première édition, et 71, deuxième édition. Donc c'est entre ces deux dates qu'on va essayer de pister des stratégies. Le trajet est révélateur. En 1503, Champier est un homme qui écrit pour défendre les femmes. Les femmes sont encore muettes sur la scène publique. À cette date-là, il n'y a pas de femmes lyonnaises qui écrivent, qui sont publiées. Puisque le problème, vous le savez, hein, c'est un problème de sociabilité, de décence. Les femmes ne peuvent pas facilement avoir une parole publique, puisque les femmes sont censées rester dans une décence domestique et ne pas venir sur la scène publique. Donc être publié, c'est être sur la scène publique. Et ce phénomène-là fait que les femmes, et bien sûr, hein, ces contraintes de décence, ces normes sociales, maintiennent les femmes à l'écart de la publication. Donc en 1503, il n'y a pas de femmes publiées. Pas de femmes vivantes publiées à Lyon. Donc on va partir de cette date-là, de ces hommes qui défendent des femmes, pour aller vers une femme autrice, Georgette de Montenay, qui va assumer complètement sa publication. Vous allez voir, elle va programmer un très bel ouvrage, c'est se faire aider d'un artiste très important, et elle va aussi demander un privilège pour publier ses œuvres. C'est-à-dire qu'elle va assumer complètement sa position doctorialité, en revendiquant un privilège royal pour publier ses œuvres. Donc de 1503 à 1571, on a vraiment le déploiement de tous les possibles, depuis ces femmes silencieuses, dites par les hommes, jusqu'aux femmes de plus en plus visibles sur la scène publique, revendiquant leur statut d'autrice à la fin du siècle. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut commencer donc par ce premier point. Le premier temps, ce sera les textes favorables aux femmes. Lyon est une ville un peu plus, je dis bien un peu plus, hein, vous allez voir que c'est quand même très mince la présence des femmes dans cet univers du livre, mais un peu plus qu'ailleurs, parce que justement il y a ce terreau d'un proto-féminisme chez les Lyonnais. Donc le proto-féminisme, on l'a chez Champier, je vous le disais à l'instant, hein, dans la Nef des Dames vertueuses. On l'a, avant lui, on avait déjà publié Le Champion des Dames, qui est un texte de Martin Lefranc, qui date de la fin du XVe, qui est publié à Lyon dans la période des Incunables, hein, dès 1488. Le Champion des Dames, comme son nom l'indique, c'est un livre qui prend la défense des femmes. Martin Lefranc, publié très vite à Lyon. La Nef des Dames vertueuses de Champier. Champier, je vous montre aussi la suite. Le rondeau, le double rondeau qui ouvre la Nef des Dames vertueuses, double rondeau par manière d'épigramme sur la Nef des Dames. La Nef des Dames vertueuses, où toute vertu est enclose, les gestes et le vasselage des dames s'y abat la rage de cils qui les dames accusent. Donc je ne vous lis que le début du rondeau, c'est bien la preuve on est encore dans cette histoire de querelle des femmes, où il y a ceux qui accusent les femmes et ceux qui sont les champions des dames. Donc évidemment, Champier va se mettre du côté des champions, du champion des dames, contre ceux qui accusent les femmes. Donc on est dans cette logique-là, et tout le livre va développer cette bonté des femmes. Et je vous montre une autre illustration importante. Le livre est très illustré, très beau, hein, ce livre publié chez Jacques Arnoulet à Lyon en 1503. Là, c'est Champier, le petit Champier, qui offre à la grande Anne de France. Vous avez vu les proportions qui, évidemment, montrent les différences de statuts sociaux. Le petit Champier offre à Anne de France, la dédicataire de la Nef des Dames vertueuses, ancienne régente du royaume de France, la fille de Louis XI, hein, ça n'est évidemment pas n'importe qui, duchesse de Beaujeu, offre la Nef des Dames, puisque c'est à Anne de France que le livre est dédié. S'y commence un petit livre intitulé « Les louanges, fleurs et défensoirs des dames ». C'est le premier livre des 4 livres de la Nef des Dames, offert à Anne de France. Donc voilà, ça c'est le tout début, donc ce moment de louange des femmes. On va le retrouver avec beaucoup d'autres textes, les textes de Jean-Louis Vives, de l'humaniste espagnol, Juan Luis Vives,
qui seront publiés à Lyon, traduits en français, l'Institution de la femme chrétienne, à de nombreuses reprises dans les années 1540 à Lyon. On a beaucoup d'autres textes. À cette date-là, on a aussi le texte d'Henri Corneille-Agrippa, de la précellence du sexe féminin, de la noblesse et précellence du sexe féminin, un texte écrit en latin, mais qui va être traduit en français à Lyon, publié en 1537 en français chez François Juste. Malheureusement, l'édition est perdue. Donc on n'a pas cette première traduction française du texte latin, qui lui encore est un éloge des dames, noblesse et précellence du sexe féminin. Donc ça, c'est l'environnement positif. Un autre, très important aussi, je vous montre, le palais des nobles dames. Alors c'est pareil, c'est une gothique, ça c'est chez Noury. Noury vient de mourir, vraisemblablement c'est chez son successeur Pierre de Sainte-Lucie, son gendre, que paraît le palais des nobles dames auquel a 13 parcelles, ou chambre principale, etc., etc. Je vous mets la transcription peut-être un peu plus lisible. Nouvellement composée en rime française par noble Jean Dupré, seigneur des Barthes et des Janis en Quercy, à très illustre et très haute princesse, Madame Marguerite de France, reine de Navarre, duchesse d'Alençon. Donc c'est bien la sœur du roi, Marguerite de Navarre, que Jean Dupré, en 1534, à Lyon, publie pour la première fois son Palais des Dames. Et là encore, on est devant un texte, on est plus devant une galerie de femmes illustres, à la manière de Boccace, qui avait été un des premiers à faire ces dames illustres, des mulieribus claris, des femmes illustres. Donc à la manière de ce texte de Boccace, Jean Dupré va faire une galerie de célèbres, illustres, savantes, dans son Palais des Dames. Je voulais vous montrer dans le Palais des Dames. Voilà, là encore, beaucoup de très beaux bois gravés. Les bois de Noury, c'est bien le successeur de Noury, reprend à la fois ses caractères typographiques et ses bois, parce que si vous regardez la page de titre, en fait, on ne sait pas où le livre est paru. Il n'y a rien qui l'indique, avec privilège pour 6 ans, mais vous n'avez pas d'adresse, donc il n'y a pas d'imprimeur officiellement, pas de lieu, pas de nom d'imprimeur. Mais le matériel a été analysé par les éditeurs modernes. C'est le matériel de Noury, vraisemblablement donc chez son successeur Pierre de Sainte-Lucie, aux alentours de 1534, avec les très beaux bois qui ont été faits ad hoc. Et là, vous avez le bois paix, félicité, justice, avec des allégories féminines. Tout est au féminin, même les allégories, pas seulement des personnages historiques. Vous avez une mise en évidence du féminin. Voilà, Palais des nobles dames. Ce qui est perceptible d'emblée avec ce texte en 1534, aux alentours de 1534 chez le successeur de Noury, c'est que l'atelier de Claude Noury est un des premiers ateliers proto-féministes, on va dire, qui donne des textes de femmes. Quelques exemples. Là, vous avez le Palais des Dames en 1934, mais on a eu dès 33-34, les textes ne sont pas datés, là encore, le carême prenant du cœur bienheureux. C'est le texte de Marguerite de Navarre, c'est son oraison en fait à Notre Seigneur Jésus-Christ, qui venait de paraître chez Augereau et qui est publié à Lyon, chez Noury, sous le nom de carême prenant du cœur bienheureux. Le même Pierre de Sainte-Lucie, donc le même successeur de Noury, va donner les enseignements d'Anne de France. Les enseignements d'Anne de France, duchesse du Bourbonnais et d'Auvergne, à sa fille Suzanne de Bourbon. La même Anne de France dont on a vu qu'elle était la dédicataire de la Nef des Dames vertueuses. Le Palais des Dames est dédié à Marguerite de Navarre. Palais des Dames publié chez Noury. Noury publie Marguerite de Navarre. Vous sentez qu'on est dans un tout petit milieu où les grandes dames du royaume, que sont Anne de France, que sont Marguerite de Navarre, duchesse d'Alençon, sont les femmes qu'on met d'abord évidemment en évidence. Ce sont ces grandes dames, et chez Noury particulièrement. Chez Noury, on va donner aussi d'autres textes de Noury ou Pierre de Sainte-Lucie, son successeur. On va donner d'autres textes de Marguerite. Et j'ajoute tout de suite, mais j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, une traduction d'un roman qu'on attribuait à Boccace, Urbain, un roman d'aventure d'un fils méconnu de l'empereur Barberousse, Urbain, le méconnu fils de l'empereur Barberousse. Donc, tiré de l'italien, traduit de l'italien par Claudine Sèvres. Claudine Sèvres, donc une des 3 sœurs de Maurice Sèvres. Donc ça, c'est aussi chez Noury, et c'est aussi aux alentours de 32-33. Donc à la fin de l'épisode Noury, au début de la reprise de Noury par Pierre de Sainte-Lucie, dans ces eaux-là. Donc voilà, là vous avez tout d'un coup un premier atelier qui va publier des femmes, les grandes dames du royaume,
et des lyonnaises lettrées, puisque Claudine Sèvres, c'est une lyonnaise lettrée, puisqu'elle a reçu, on sait que les trois sœurs de Maurice Sèvres ont reçu une éducation poussée pour les femmes à cette date-là, qu'elles savent les langues étrangères, qu'elles écrivent, qu'elles sont poètes. Et donc Claudine aurait traduit, parce qu'on n'a pas son nom sur le roman, Urbain. Ah oui, je vous ai amené, il vient d'être édité de façon moderne, Urbain, le méconnu fils de l'empereur Barberousse, sans nom d'auteur, avec un jeu de mots sur l'autrice serait une qui est de sévère douceur surnommée. De sévère douceur surnommée, sévère, saewa en latin, sève. C'est un jeu de mots évidemment sur le nom propre Sèvres, d'où l'hypothèse qui a été faite que c'est Claudine Sèvres qui serait la traductrice. Mais son nom n'est pas imprimé. Et on revient à cette idée que publier un nom de femme, c'est faire un acte déshonnête. Donc ce texte, autant les grandes dames, avec tous leurs titres, pourront apparaître comme dédicataires ou autrices, autant les femmes, même notables, comme la famille Sèvres est une grande famille notable, mais qui n'ont pas la noblesse, évidemment, des grandes familles du royaume, leur nom va rester souvent tu. Donc voilà, c'est le problème, c'est le cas de Claudine Sèvres. Donc voilà, un premier atelier, tout à l'heure on reverra ça dans les stratégies. Chez Nourri, il se passe quelque chose de féministe, dans cette volonté de publier des femmes. Je passe. Il y a d'autres textes très importants, toujours dans les textes d'hommes à propos des femmes, faisant l'éloge des femmes. Un texte important, c'est Claude de Taillemont, le discours des Champfahé, 1553. Un peu plus tard dans le siècle, 20 ans plus tard, après la nef ou le palais, enfin après le palais surtout, des nobles dames. En 1553, Claude de Taillemont écrit un texte, cette fois-ci, très féministe. On n'est même pas dans du proto-féminisme, on est dans du féminisme. Je vous cite quelques éléments de son discours, du discours que tient un des personnages, dans le discours des Champfahé, fait à l'honneur et exaltation de l'amour et des dames, 1553. N'a-t-elle, donc la femme, sens, jugement et raison, l'esprit prompt et autant susceptible que l'homme, susceptible de penser? Ne voit-on par expérience le fruit qu'aucunes ont rapporté et rapportent encore à présent du peu de doctrine qui leur est permise? Si elles étaient instruites à ce l'être, comme les hommes, je m'ose bien pour elles promettre l'avantage. Et on sait, alors je vous cite ce texte parce qu'il est important, 53, on sait qu'il est la matrice en partie du texte de Louise Labbé, de l'épître dédicatoire des œuvres de Louise Labbé en 55. Donc il y a une proximité entre Taillemont, Labbé, Sèvres, tout ce personnel dont je vous parlerai tout à l'heure, chez Jean de Tourne, dans un autre atelier cette fois-ci. Voilà, donc les discours des Champfahé sont encore un texte féministe, et puis des textes en faveur des dames, je vous passe, mais il y en a tout le siècle, jusque dans les années 1590. Alors, ce contexte lyonnais, on peut donc dire, je ferme le premier temps, qui était l'écriture favorable aux femmes venues des hommes. Donc ce contexte lyonnais est plutôt propice à la défense des femmes. Il ne faut pas se cacher qu'il y a quand même des textes ironiques, il y a quand même des textes misogynes qui sont publiés à Lyon, dont un qui s'appelle « La louange des femmes », mais évidemment le titre est totalement ironique, qui paraît en 1551 chez Jean de Tourne, et c'est un texte très misogyne. Donc il y a aussi dans cette querelle des femmes qui remonte au XVe siècle, au début du XVe siècle, à l'épisode Christine de Pisan contre Jean Demain, contre le roman de la Rose. Cette querelle des femmes se poursuit avec des apologies et des réquisitoires, bien évidemment, contre les femmes. Donc il y en a aussi à Lyon. Mais globalement, le contexte est plutôt favorable. Et ce qu'on peut apercevoir, c'est que tous ces textes d'hommes favorables aux femmes sont des textes écrits ou traduits en vernaculaire. Ce sont des textes en français. Éventuellement venus de l'italien, parfois venus du latin, mais très rarement, très souvent écrits d'emblée en français. C'est le cas du Champion des Dames, c'est le cas de la Nef des Dames Vertueuses, c'est le cas du Palais des Nobles Dames, c'est le cas des Discours des Champfahé. Ce sont des textes écrits en français, qui n'est pas la langue majoritaire, évidemment, chez les imprimeurs et dans le monde du livre. C'est toujours, bien évidemment, le latin dans cette première partie du siècle. Donc, ces textes sont écrits en français. On suppose quand même si aujourd'hui les historiens du livre les historiens de la langue et du livre sont plus prudents, que c'est parce que les femmes lisaient évidemment plus facilement, les femmes lettrées,
les rares femmes lettrées, lisaient plus facilement les langues vulgaires que les langues savantes, bien sûr. C'est à nuancer un peu, mais c'est quand même l'idée. Alors, deuxième temps de l'exposé, je vais faire un détour par le monde de l'artisanat, le monde du livre, cette fois-ci, le monde des mécaniques, le monde des ateliers, pas le monde des intellectuels. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce monde-là, et qu'est-ce qu'elles y font? Alors là, je me sers de plusieurs outils, les outils des historiens, et en particulier de Nathalie Zemon Davis, une historienne américaine qui a beaucoup travaillé sur le monde de l'imprimerie à Lyon. Et car repérer Nathalie Zemon Davis que dans le milieu de l'artisanat, les femmes étaient très invisibilisées pour plein de raisons. Parce qu'elles travaillaient au sein des familles. Les filles travaillaient dans les ateliers des pères. Les femmes travaillaient aux côtés de leurs maris. Et donc, elles ne sont pas officiellement répertoriées, elles ne sont pas salariées, elles ne sont pas gagées, elles ne font pas d'apprentissage au sens fort du terme, elles ne sont pas mises en apprentissage, en contrat d'apprentissage. On n'en a quasiment aucun. Nathalie Zemon Davis avait dépouillé les archives. On n'a presque aucun contrat d'apprentissage pour des filles. On en a évidemment beaucoup pour des garçons. Je crois que j'ai des chiffres, si je vous retrouve les chiffres. Oui, voilà. Entre 1553 et 1560, elle a dépouillé dans les archives lyonnaises tous les contrats d'apprentissage. 9% sont des contrats féminins. Donc voilà, c'est dire que, évidemment, ce sont les garçons qu'on met en apprentissage, pas les filles. Les femmes n'ont pas accès aux métiers qui sont dotés de corporations. Quand il y a des corporations, les femmes ne sont pas intégrées dans les corporations. Elles ne font pas partie des confréries secrètes, elles ne font pas partie des confréries joyeuses, elles n'ont pas le droit de défiler quand les métiers défilent, chaque entrée royale, les grandes entrées royales, celle de 48 par exemple, Henri II et Catherine de Médicis, tous les métiers défilent, mais évidemment pas les femmes. Vous n'avez que quelques femmes notables qui vont faire des personnages allégoriques ou mythologiques, mais les femmes ne défilent pas professionnellement. Donc il y a une invisibilisation des femmes. Alors comment aller chercher ces femmes, et particulièrement dans les ateliers d'imprimerie? Alors, il y a des femmes, et j'insiste encore sur les mots, parce que les mots sont intéressants. Dans les archives lyonnaises, on trouve quand même que dans les métiers de la soie, il y a des compagnons et des compagnonnes. Il y a des apprentis et des apprentisses, I2SE, compagnonnes. Donc, il y a des féminins. C'est toujours l'importance de féminiser. Je crois qu'il faut féminiser, bien sûr, les noms de métiers, de statuts, de fonctions. Et au XVIe siècle, on le faisait. On le faisait tout le temps. Tous les noms de métiers avaient des féminins. Partout où il y avait des femmes, il y avait des féminins. Donc il y a des compagnons et des compagnonnes, des apprentis et des apprentisses dans les métiers de la soie, là où elles sont bien représentées. Ailleurs, c'est plus compliqué. Alors dans le métier des livres, dans le métier du livre, l'apprentissage est familial. Les filles apprennent chez les pères et les femmes travaillent à côté des maris. Que font les filles? Les rares preuves qu'on ait, c'est que les filles, les petites filles, dans les ateliers d'imprimeurs des pères, aident à pendre les épreuves, les pages, une fois pressées, ancrées et pressées. Vous savez qu'il faut faire sécher sur des fils les pages. Les filles font ça. Les filles pendent, parce que ça ressemble à du linge, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on leur fait ça. C'est pas dur physiquement. Les filles ne sont jamais à la presse, parce que c'est très dur, la presse, pour presser les épreuves. Voilà, pour les petites choses délicates qui ne demandent pas de force physique, on va requérir les filles. Donc elles vont pendre les épreuves, faire sécher les pages par exemple. Entre autres. Donc les filles apprennent, les femmes des imprimeurs, ce qui s'occupent de nourrir, d'abreuver les apprentis, de leur verser la ration de vin, ça va provoquer toutes sortes de tensions sociales, la ration de vin donnée aux apprentis et aux compagnons. Donc sont dans l'atelier et elles vont être, par imprégnation, elles vont être formées. Donc ça c'est très important parce que former, aussi bien filles que femmes, quand le père meurt ou quand le mari meurt, ces filles et ces femmes pourront reprendre l'atelier. Et de fait, puisque ce n'est pas un métier à corporation, il n'y a pas de corporation d'imprimeurs, il y a des confréries, mais il n'y a pas de corporation au sens fort, qui verrouille complètement l'accès au métier, les filles et les femmes vont pouvoir reprendre les boutiques, les ateliers ou les boutiques, selon qu'ils sont imprimeurs ou libraires. Donc on a beaucoup d'exemples. On a au moins 8 femmes dont les noms apparaissent sur des livres imprimés, comme tenant la boutique d'imprimerie ou du libraire. Et on a aujourd'hui, ça c'était Nathalie Zemon Davis qui faisait ses relevés dans les années 80, on a aujourd'hui une vingtaine de noms d'imprimeuses du XVIe siècle à Lyon qui ont été actives.
Alors je vous en cite quelques-unes que vous connaissez. La veuve, on a parlé de la veuve Nourri, où j'ai évoqué tout à l'heure rapidement la veuve Nourri. Au moment où Claude Nourri, l'éditeur de Rabelais entre autres, meurt, sa veuve va tenir un temps la boutique avant que Pierre de Sainte-Lucie reprenne l'affaire pendant quelques mois. Donc la veuve Nourri, la veuve Chaussard, la veuve Reville, la veuve Arnoulet, toutes les veuves Arnoulet, Balthazar Arnoulet, Jacques Arnoulet, Melchior Arnoulet, leurs veuves vont tenir parfois c'est très court, quelques semaines, quelques mois, parfois c'est très long, ça peut durer une dizaine d'années. Ce sera le cas d'Antoinette Perronnet que je vais vous montrer, la veuve de Gabriel Cotier. Donc très souvent les veuves, parfois les filles Junta par exemple, Jacques Junta, un Florentin, un imprimeur florentin qui a une grosse librairie, va céder à sa mort en 1946 sa librairie à ses 2 filles, Jacqueline et Jeanne Junta, qui vont tenir illettrées apparemment. Jeanne, qui est la plus impliquée, qui apparemment était illettrée, va tenir la boutique. C'est assez intéressant, je vais y venir. Donc les filles, je vous donne un exemple de... Alors oui, ça c'était encore Nourri pour vous montrer un livre qui est un livre de broderie, qui est uniquement un livre de patron de broderie, il n'y a pas de texte dans le livre, et pour vous montrer les femmes, voilà, l'invisibilité des femmes, parfois elle est compensée par une surexposition. Là on voit des tisseuses, avec des métiers à tisser, c'est la page de titre de ce livre de patron de lingerie que publie Nourri. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était ça. On saute un peu plus tard. 1570, je suis toujours dans ces milieux, ces milieux mécaniques ou économiques. Les libraires sont plus dans l'économie et les imprimeurs dans la pratique manuelle. Gabriel Cotier vient de mourir. Sa veuve, par la veuve Gabriel Cotier, donc sa veuve qui s'appelle Antoinette Perronnet. Vous vous rappelez que les femmes ne prenaient pas le nom de leur mari au XVIe siècle, elles gardaient leur nom patronymique, le nom du père. Et... sauf pour des raisons commerciales où elles se font appeler veuve truc, veuve machin. Mais vous allez voir, c'est assez intéressant avec la veuve Cotier. Donc elle est la veuve Cotier, Gabriel Cotier, grand imprimeur lyonnais, sur la page de titre. Si vous passez un peu plus loin, le privilège du roi. Elle va demander un privilège royal. Très important, comme Georgette de Montenay, je vous le disais tout à l'heure, comme Louise Abbé, comme Marguerite de Navarre, les grandes femmes qui sont imprimées à Lyon ou qui vont imprimer à Lyon vont demander des privilèges, vont avoir cette audace de demander des privilèges en leur nom. Donc, elle va demander, vous voyez à la 5e ligne à peu près, la veuve de feu Gabriel Cotier, libraire de Lyon, nous a fait entendre, donc nous, c'est Charles IX, c'est le roi de France, qu'elle voulait imprimer ceci et cela. Donc le roi accorde son privilège à la veuve Cotier. Mais, un peu plus loin dans le livre, juste après, donc ça c'est la fin du privilège qui lui est accordé, l'an de grâce 1567, par Charles. Et là je vous mets le texte qui suit, qui est la dédicace du livre. Cotier, la veuve Cotier signe elle écrit cette dédicace et elle la signe de son vrai nom, cette fois-ci. Par celle qui sera à jamais votre très humble, elle l'envoie au lieutenant général de Lyon, donc votre très humble, très affectionnée servante de votre seigneurie, Antoinette Perronnet. Et là, si on ne sait pas qu'Antoinette Perronnet, c'est la veuve Cotier, quand on ouvre le livre, il y a un moment de tremblement. C'est le problème de ces femmes aussi, veuves ou filles, surtout les veuves, c'est que les veuves ont un nom qui n'est pas le nom de leur mari. Donc en tant que veuve, on les identifie, avec leur nom patronymique, on ne les identifie pas. Donc Antoinette Perronnet, c'est la même que celle de la page d'avant du privilège, la veuve Cotier, et celle de la page de titre, la veuve Cotier. Donc selon, voilà, je résume un peu l'affaire, elle a ces deux noms, elle utilise ces deux noms dans le livre, la raison sociale en quelque sorte, veuve Cotier, c'est la librairie Cotier, bien connue à Lyon, pour le privilège et pour la page de titre, et en revanche, pour l'épître liminaire de l'institution, à François de Mandelot, elle va signer Antoinette Perronnet de son vrai nom, de son nom de femme, du nom du père, évidemment. Et alors, intéressant, je vous ai mis qu'une toute petite citation, mais prise de cette épître dédicatoire à François de Mandelot. Antoinette donc se décide à publier la traduction de Marc Aurèle, alors même que Pardoux Duprat est mort. Le traducteur est mort, il a traduit du grec, il vient de mourir, et elle se retrouve avec ce livre sur les bras. Et elle va dire « La connaissance certaine
et intention du traducteur qui avait entrepris la publier sous votre nom, le nom de Mandelot, dédicataire, accompagnant l'impression d'une épître liminaire qu'il vous avait vouée, mais prévenu de mort, ne l'a mise à effet, dont jusqu'à idée faire grande faute, contrevenir à son dessein. Donc voilà, vous sentez qu'il y a une volonté d'éditrice. Elle suit quelque chose. Le traducteur voulait publier, elle, en tant que, en quelque sorte, exécutrice testamentaire quasiment, et éditrice scientifique, décide d'éditer ce texte. Et elle ajoute, en français, pour faire participant ceux de notre nation qui n'ont connaissance du dit langage grec. Bon, puisqu'il s'agit bien sûr de Marc Aurèle, il s'agit d'éditer les pensées de Marc Aurèle, grec, que Pardoux Duprat venait de traduire en français, et Antoinette Perronnet relève l'importance de rendre accessible le grec pour ceux qui ne sont pas hellénistes, ceux ou celles qui ne sont pas hellénistes, donc en français. Voilà. Donc vous avez, il me semble que je choisis ce cas parmi la vingtaine d'imprimeuses qui ont travaillé de façon autonome à Lyon. Je choisis le cas d'Antoinette Perronnet parce que ça me semble la plus lettrée et celle qui a carrément une politique éditoriale. Elle assume une politique éditoriale. Ce n'est pas une mécanique, justement. Elle n'est pas qu'une mécanique qui fait tourner des presses avec des ouvriers. C'est quelqu'un qui pense à l'intérêt du livre, à l'intérêt de la langue, etc., à l'histoire des idées. Bon, je passe sur toutes les veuves. Le problème étant de connaître leur nom patronymique pour ne pas se perdre dans cette affaire. On aurait des cas très intéressants aussi, mais bon, je passe. Jeanne Junta, je vous parlais tout à l'heure, elle demande aussi, elle aussi, un privilège à Henri III pour imprimer, au moment où la boutique du père est en péril, parce qu'elle est mal gérée par un faquier qu'elle a donné procuration en quelque sorte, elle va demander un privilège royal au roi, Henri III, pour reprendre la maison, repartir la maison. Tout ça en étant vraisemblablement illettré. Donc voilà, encore un cas très intéressant, Jeanne Junta, de fille cette fois-ci, et non pas de veuve, de fille d'imprimeur. Alors j'en arrive au troisième temps de l'exposé, le plus important. Ah, ça a coupé un peu en haut. Clément Marot, vous arrivez à lire Clément Marot 1532, c'est-à-dire cette fois-ci les femmes qui écrivent. J'en viens aux femmes qui écrivent. Non plus donc les textes favorables aux femmes, non plus les femmes dans le monde de l'imprimerie, mais les femmes autrices. Alors je prends à dessein ce petit rondeau de Marot, publié dans l'Adolescence clémentine, dès la première édition en 1532, à Dame Jeanne Gaillarde de Lyon, femme de grand savoir. Donc vous avez un très beau rondeau où Marot fait l'éloge de la science de Jeanne Gaillarde, qui est une illustre inconnue, dont on a retrouvé aujourd'hui 7 rondeaux. Parce que dans l'Adolescence clémentine, Marot fait ceci, ça sera une des stratégies que j'évoquerai tout à l'heure. Non seulement, évidemment, il fait l'éloge de Jeanne Gaillarde, mais à la suite de ce rondeau, il donne à Jeanne Gaillarde la possibilité d'écrire le sien. Donc on connaissait jusque dans les années 1950 un rondeau de Jeanne Gaillarde, sans bien savoir qui était cette femme. Et puis on a retrouvé, dans les années 50, Saulnier a retrouvé un manuscrit avec 7 rondeaux, je vous montrerai tout à l'heure, 7 rondeaux de Jeanne Gaillarde. Donc voilà, on revient à ce problème de la publication. Si les femmes sont peu publiées au XVIe siècle, c'est qu'elles ont une œuvre manuscrite, justement, parce que le manuscrit ne posait pas ce problème d'affichage public. Tant qu'on est dans le manuscrit, on est dans quelque chose d'intime, une diffusion privée. Donc il n'y avait pas de problème de devenir une femme publique. D'où le fait que Jeanne Gaillarde a écrit sans doute beaucoup plus de choses qu'on ne le sait. Un seul texte imprimé, le rondeau que Marot a inséré dans l'Adolescence clémentine, à la suite de celui-ci. Et puis donc ces 6 autres, puisqu'il y en a 7 au total avec celui-ci, 6 autres rondeaux trouvés dans un manuscrit. Et il y en a sans doute d'autres. Mais voilà, le problème c'est qu'il faudrait dépouiller aussi toute la littérature manuscrite pour faire émerger un peu mieux la littérature féminine. Donc Marot, ce que j'aime, c'est le troisième, dans la troisième strophe du rondeau. « Donc ma main, rends-toi humble et bénigne, en donnant lieu à la main féminine. » En donnant lieu à la main féminine. Il me semble que vraiment on a ici un résumé d'une stratégie fondamentale, les hommes qui vont donner lieu à la main féminine. Et donner lieu, c'est vraiment donner lieu, c'est donner un espace. Il va lui donner la page qui suit,
où elle va imprimer son rondeau, où elle va mettre son propre rondeau en réponse au rondeau de Marot. Donc donner lieu à la main féminine, c'est une stratégie féministe, comme il y en a peu, comme il y en a très peu, et Marot l'assume. Marot l'assume, évidemment, et il le fait avec une lyonnaise. Il ne le fait pas avec une parisienne. Marot a été plus souvent à Paris qu'à Lyon, ou en Italie, peu importe. Selon ses pérégrinations, il a été pas si souvent que ça à Lyon. C'est une lyonnaise qu'il choisit pour expliciter ce va-et-vient, cette courte échelle que les hommes peuvent faire aux femmes pour leur permettre d'entrer sur l'espace, la scène publique, ici. Alors, 8 cas, je ne sais pas si j'aurai le temps de voir les 8 cas d'œuvres féminines portées, soutenues par des hommes, parce que les femmes ne viennent pas toutes seules dans les ateliers et ne peuvent pas toutes seules se faire publier. Donc évidemment, il y a tout un travail de soutien. Premier texte, très étonnant, Antoine Ducet. Antoine Ducet, qui est Antonin, qui est un frère Antonin, le commandeur des Antonins, Jean Bonnier. Les Antonins, c'est ceux qui avaient des ports, qui s'occupaient des ports à Lyon, vous savez, les moines qui étaient... qui avaient des ports. Bon. Donc, son surnom, c'était le Jean Bonnier, lui-même le reprend, donne en 1937 à Paris, puis le même volume en 1938 à Lyon, petit fatras d'un apprenti surnommé l'éperonnier de discipline. Parce qu'il avait écrit l'éperon de discipline quelques années auparavant. Donc c'est un pédagogue, c'est un humaniste pédagogue, Ducet. Et dans le petit fatras, il va donner beaucoup de textes de femmes. Alors voilà, la page de titre parisienne. Je n'ai pas la page lyonnaise. Chez Simon de Colline à Paris, mais elle est belle. Petit fatras d'un apprenti. Voilà. Presque au début, on est dans les toutes premières pages du recueil. L'oraison de sœur Philiberte Ducet. Sa sœur qui est aussi sœur. Qui est aussi, il y a le mot sœur est trompeur. Elle est religieuse, mais c'est sa sœur aussi. Suivi de... Alors, ça c'est la fin de l'oraison. La prière de sœur Claudine Ducet, à l'entrée du dortoir. C'est toujours une de ses sœurs qui est sœur. Le miroir de sœur Pernette de Lucinge. Le contrôle de sœur Charlotte de Lucinge. Le disin de sœur Marie de Lucinge. La prophétie de Philiberte Ducet. Philiberte qui est aussi sa sœur, c'est la première qu'on a vue. D'elle-même, à nouveau un quatrain de la même Philiberte Ducet. Et je crois que c'est tout pour le... Non, il y a encore celle-ci. La chanson de Jeanne Ducet, dame de Vougy. Donc c'est une fille Ducet qui a épousé un seigneur de Vougy. Et l'alphabet de Marguerite Ducet, religieuse à Marcigny. Et l'alphabet se termine là, la fin de l'alphabet. Voilà. Donc tous ces textes, 9 textes de femmes, sont dans le petit fatras de l'éperonnier de discipline, sous le nom d'Antoine Ducet. Est-ce que ce sont des textes de femmes? Est-ce que ce sont des textes d'Antoine Ducet? Et là, on est très mal. Alors, je vous montre une seule chose. Il faudrait étudier les textes dans le détail. Je reviens sur le premier. C'est peut-être le plus clair. En fait, qui parle? Est-ce que c'est... Si on lit le titre, il semblerait que c'est l'oraison faite par sœur Philiberte Ducet. Si on descend dans le... Et je vais essayer de mettre le pointeur... Sous le bon Noé, voilà. Et moi, méchant, rempli de vilainie, qui ne fut oncle que prévaricateur, comment pourrait le haut fabricateur honnêtement loger dans ma poitrine, qui de tout vice et l'affecte latrine, etc. etc. Bon. Donc là, vous sentez bien, enfin vous voyez, que l'énonciateur est masculin. Tout le poème est au masculin. Moi, méchant, rempli de vilainie, prévaricateur, etc. Et c'est le cas de pratiquement tous les textes. Sur les 9 que je vous ai montrés, où l'énonciateur est masculin, ou il est neutralisé. Il y a on ne reconnaît ni un masculin ni un féminin. Un seul texte est au féminin, de tous ceux-ci, qui sont sous des noms de femmes. C'est la prophétie de Philiberte Ducet. Alors, dans le premier quatrain, c'est neutralisé, vous ne savez pas qui parle. Plaisir mondain, langue noisive, hypocrisie et main oisive, fera damner grand légion de dames de religion. Des dames de religion. Qui parle, un homme, une femme, on ne sait pas. En revanche, dans le suivant, d'elle-même, donc d'elle-même voulant dire de Philiberte Ducet, quand ce mouchoir je commençais, en linge blanc beau comme souhait, j'ai avisé qu'il faut voir clair pour écrire à savant et clair. Donc là, vous comprenez bien que c'est une femme qui est en train de broder un mouchoir avec du texte. Et on en a la preuve si on passe dans un autre recueil de
toujours d'Antoine Ducet, voilà, le Marchetti, un peu plus tard, il écrit en 1559 un Marchetti de plusieurs pièces, et voilà ce poème, écrit à l'aiguille dans un linge. Alors, il n'y a pas de nom d'auteur, hein, écrit à l'aiguille dans un linge. Mais si vous lisez le texte, un jeune enfant, pareillement un singe, veut contrefaire en autrui ce qu'il voit. Ainsi, Chrétien, en regardant ce linge, dedans lequel Philiberte écrivait à son cher frère, et là on a bien compris, c'est sœur Philiberte Ducet, sœur d'Antoine, au mieux qu'elle pouvait. Donc Philiberte écrivait dedans, c'est bien elle qui brode du texte. Souvenez-vous que toute créature, par le moyen de la Sainte Écriture, son créateur doit suivre et imiter. Donc on a la preuve que Philiberte Ducet, et elle seule sur les 9 textes que j'ai passés en revue tout à l'heure, elle écrit, elle est lettrée, elle sait broder du texte, et donc ce qu'on avait dans le petit quatrain tout à l'heure, d'elle-même, était sans doute un quatrain de Philiberte. Mais voilà, peut-être que c'est le seul. Peut-être que c'est le seul, que les autres femmes de la famille Ducet ou de la famille Lucinge, puisqu'elle est deux familles essentiellement, ne sont pas lettrées ou pas suffisamment pour écrire des textes, écrire des poèmes, rimer, faire des vers. Il y a un doute, il y a une ambiguïté. Donc je ne la dissimule pas. Hein. On est au XVIe siècle devant des textes dont on ne sait pas s'ils sont des textes de femmes ou pas. Et avec Ducet, on est vraiment dans cette ambiguïté. Peut-être que là, Philiberte Ducet pourrait avoir écrit. Peut-être. Mais c'est tout ce qu'on peut dire de ce texte. Alors, moins douteux, évidemment, les rimes de Pernet du Guillet. Là, je vous mets les principales œuvres, cette fois-ci des œuvres de femmes, publiées sous un nom de femme. Donc, les rimes de Pernet du Guillet, les Marguerites de la Marguerite des Princesses de Marguerite de Navarre, je vous en dirai un mot, les œuvres de Louise Labbé, les contes amoureux de Madame Jeanne Flore, très problématique, l'amas chrétien de Proba Falconia, traduit par Pardoux Duprat, le même Pardoux Duprat qu'on a vu tout à l'heure, hein, le traducteur du grec, édité par la veuve Cotier, Antoinette Perronnet, et puis enfin les emblèmes ou devises chrétiennes de Georgette de Montenay. Voilà. Ça, c'est les principales œuvres qui connaissent leur édition originale à Lyon. C'est pour ça que je les ai citées. Hein. Il y en a beaucoup d'autres, hein, des éditions de femmes à Lyon, mais des éditions de femmes dont la première édition est à Lyon. Voilà, ce sont celles-ci, et ce sont des grandes œuvres. Alors, un mot sur ces textes, peut-être. Il faut que j'arrête à quelle heure ? Vous savez à quelle heure je dois arrêter de parler ? 7h20 ? D'accord. Bon, bah alors je vais passer un peu plus vite peut-être. Sur les rimes les rimes de Pernet du Guillet, je vous montre la page de titre, 1545 chez Jean de Tourne. On arrive dans le deuxième atelier qu'on peut qualifier de féministe, sans anachronisme, à Lyon, dans les années 1540-1550. C'est l'atelier de Jean de Tourne. Jean de Tourne va publier plusieurs œuvres de femmes, beaucoup plus que la plupart des imprimeurs. Il va publier Pernet du Guillet, il va publier Marguerite de Navarre, il va publier Louise Labbé, il va publier Isabella Sforza. C'est déjà énorme. Hein. En soi, c'est énorme à une époque où très peu de femmes, évidemment, sont publiées. Donc, le premier texte de femme que donne l'atelier Jean de Tourne, ce sont les rimes de Pernet du Guillet, juste après sa mort. Donc, elle meurt en juillet 1945. Dès le mois d'août, sortent les rimes de Pernet du Guillet, avec un texte d'Antoine Dumoulin. Donc là aussi, on a un homme très important. Il n'y a pas que Jean de Tourne, l'imprimeur. Il y a son éditeur scientifique. Apparemment, c'est le rôle d'Antoine Dumoulin. Antoine Dumoulin partait chercher les textes à imprimer et amenait à Jean de Tourne ces textes. Et Antoine Dumoulin écrit donc l'épître liminaire des rimes de Pernet du Guillet pour raconter la mort de Pernet, le recueil des brouillons, l'édition posthume. Et tout ceci est adossé à quelques textes d'escorte de Maurice Sèvres et de Jean de Vauzel. Donc des notables, de grandes familles notables lyonnaises, hein, les Vauzel et les Sèvres. Donc on a une sorte de... Là encore, une stratégie. La stratégie, c'est un imprimeur, Jean de Tourne, un éditeur scientifique, Antoine Dumoulin, des poètes notables, des intellectuels notables, Sèvres et Vauzel, Maurice Sèvres, Jean de Vauzel. Et tous ceux-ci vont escorter, appuyer, permettre la publication de ces rimes, de ces quelques brouillons, comme dit Brouillard, hein, comme dit Antoine Dumoulin, brouillards épars,
les quelques feuillets qu'on a trouvés, c'est petit, hein, les rimes de Pernet du Guillet, qu'on a trouvés à la mort de Pernette dans ses papiers, avec la permission de son mari. Ce que dit le texte liminaire, hein. Ce qui est très étrange, hein, puisqu'il s'agit de poèmes d'amour, qui ne sont pas des poèmes d'amour à son mari, évidemment. Ça n'existe pas, des poèmes d'amour à son mari. Ce sont des poèmes avec un cryptage anagrammatique dans les épigrammes, ce vice, ce muet, qui est l'anagramme exact de Maurice Sèvres. Donc, vous savez, c'est tout le roman sur lequel on ne sait à peu près rien, le roman qui veut que Pernette du Guillet était amoureuse de Maurice Sèvres, quelle serait la Délie de Maurice Sèvres. Ça, on n'en sait rien. Je ne pense pas que Délie soit Pernette du Guillet, mais Pernette du Guillet, elle, a codé dans ses poèmes, à 2 reprises, l'anagramme exact du nom de Maurice Sèvres. Donc oui, ce sont des poèmes d'amour à Maurice Sèvres, publiés par l'autorisation du mari, à la mort de Pernette du Guillet. Bon, c'est étrange, ça fait dire évidemment aux détracteurs des femmes que ça n'est pas un texte de femme, que ce n'est pas Pernette du Guillet, qu'elle n'existe pas. Bon. C'est Mireille Huchon qui dit ça dans la conclusion de son livre sur Louise Labbé, où Louise Labbé, prétendument, n'aurait pas écrit ses œuvres. Donc moi, je ne suis pas du tout de cette position-là, bien sûr. Mais voilà, c'est étrange, hein. Les rimes de Pernette du Guillet, c'est une chose étrange. En tout cas, voilà, une première œuvre pétrarchiste de femme, à la manière italienne, à la manière des grandes poétesses italiennes, les Vittoria Colonna, qui publient déjà leur poésie pétrarchiste, hein, leur poésie d'amour à la manière de Pétrarque. Et c'est ce que fait, et c'est ce qu'accuse le titre Rime. C'est le nom, c'est dans le premier sonnet de Pétrarque, hein, rime mais en italien, mes vers, mes rimes, mes vers. Et ce nom choisi par les éditeurs posthumes, rime, elle n'avait sans doute pas eu le temps de mettre un nom à quelque chose qui n'était pas achevé, marque la dimension pétrarchiste. Donc là, l'atelier de Jean de Tourne, c'est un atelier féministe qui revendique une filiation avec les poétesses italiennes capables de faire du pétrarchisme. Il y a ça qui est très important et on va le retrouver avec Louise Labbé 10 ans plus tard. Donc voilà pour Pernette du Guillet. Alors là, je passe. Hein, c'est toutes les œuvres de femmes publiées à Lyon avec des noms de femmes. Mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Alors, Jean de Tourne. Je pars d'un texte qui n'est pas du tout lyonnais, hein, qui est un texte vénitien, qui est un texte sur la vraie tranquillité de l'âme, de l'illustre signora Isabella Sforza. Alors, est-ce que c'est un texte italien sur la tranquillité de l'âme, qui est un texte plutôt hétérodoxe? La tranquillité de l'âme, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la dévotion catholique. C'est une dévotion moderne, une dévotion qui s'affranchit de l'Église, de la liturgie, du rite, une dévotion beaucoup plus privée, beaucoup plus intime. Hétérodoxe. Derrière ce texte d'Isabella Sforza, les italianistes nous disent c'est Hortensio Lando, qui était un penseur hétérodoxe qui avait fui l'Italie, qui est venu à Lyon, qui a passé beaucoup de temps à Lyon, qui a publié chez Griffe, entre autres, hein, chez Sébastien Griffe à Lyon. Donc ce texte ne serait pas au départ un vrai texte d'Isabella Sforza, mais un texte d'Hortensio Lando qui aurait interrogé Isabella Sforza et dont il aurait tiré de discussion avec elle ce petit texte spirituel. Il est publié en français à Lyon, chez Jean de Tourne, sous le nom d'Isabelle Sforza. Isabelle Sforza. Mais là encore, on pense que derrière, il y a Il Tranquillo, qui est la signature de l'épître liminaire de l'édition italienne. Il Tranquillo, c'est le surnom d'Hortensio Lando. Donc on est encore devant un cas très ambigu, qui fait beaucoup parler les détracteurs des femmes, puisqu'un homme se serait servi d'un nom de femme pour avancer des thèses religieuses suspectes. Les thèses de cette tranquillité de l'âme, hein, qui rendrait l'homme... c'est la quiétude, en fait, c'est le quiétisme avant l'heure. Hein. C'est ce qui va se passer avec le quiétisme au XVIIe siècle, et déjà là, dans cette idée de tranquillité de l'âme. L'homme n'est pas inquiet, n'a pas peur pour son salut. S'il est croyant, il n'a pas à avoir peur pour son salut. Donc ça évidemment, l'Église catholique n'aime pas tellement ce discours-là. Donc Lando ou Sforza ou Lando. En tout cas, c'est Jean de Tourne qui publie la traduction française. On ne sait pas par qui elle a été faite. Anonyme, traduction anonyme, du traité de la vraie tranquillité de l'âme, 1546,
Vous avez vu, l'édition originale, c'est 44 à Venise. Dès 46, elle est publiée en français chez Jean de Tourne, sous le nom d'Isabelle Sforza. Mireille Huchon tire argument pour dire, voilà, c'est une fausse œuvre de femme. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça n'est sans doute pas une fausse œuvre de femme. Il y a bien eu conversation entre Landau et Sforza. Ils se connaissent, ils ont parlé, et de ce dialogue est né ce texte, où Landau se cache, parce que Landau doit se cacher. Landau est en danger, donc il ne publie pas sous son nom. Il utilise le nom de Sforza, mais ce n'est pas une supercherie littéraire. Ce n'est pas un canular, ce que voudrait nous faire croire Mireille Huchon. Donc voilà, toujours chez Jean de Tourne, on a eu les rimes de Pernette, 45, Pernette du Guillet, 46, Isabelle Sforza, 47, toujours Jean de Tourne, non je passe, ce très très beau texte, très important texte, Les Marguerites de la Marguerite des Princesses, de Marguerite de Navarre, le seul grand recueil poétique de toute la carrière de Marguerite de Navarre. Elle a publié des petites pièces qui ont eu des problèmes dans les années 30. Une de ces pièces a été censurée par la Sorbonne avant que le roi autorise la publication, Le Miroir de l'âme pécheresse, qui d'ailleurs est repris dans Les Marguerites. Et donc, après l'épisode un peu douloureux où Marguerite de Navarre a été menacée par la Sorbonne, elle a cessé de publier. Et il faut attendre 1547, 15 ans plus tard quasiment, 14 ans plus tard, après 1533, le problème du miroir, pour qu'elle donne à Lyon, chez Jean de Tourne, un recueil de sa poésie et de son théâtre, presque complet, qui s'appelle donc Les Marguerites de la Marguerite des Princesses. Et là, on a un très beau volume. Pourquoi est-ce qu'il est très important ? Pour plein de raisons. Pour le privilège, Marguerite de Navarre a demandé un privilège à son nom. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas exactement son nom. Sur la requête présentée à la cour par Simon Silvius, dit de la Haye, écuyer valet de chambre de la reine de Navarre, etc., le privilège est accordé à Simon Silvius. Simon Silvius, c'est le secrétaire de la reine. Donc évidemment, c'est son commis, en termes juridiques. C'est lui qui est allé demander, parce qu'une reine ne va pas demander au Parlement qui plus est. Ce n'est pas un privilège royal, c'est un privilège qu'elle a demandé au Parlement de Bordeaux pour avoir l'autorisation de publier son livre et le monopole économique de la publication. Elle l'a obtenu du Parlement de Bordeaux, donc évidemment pour la région de Bordeaux. Or, elle vient le publier à Lyon, dans lequel le privilège du Parlement de Bordeaux n'a aucune efficacité, bien évidemment, puisque Lyon dépend du Parlement de Paris, puisqu'il n'y a pas de Parlement à Lyon, comme vous le savez, donc, et certainement pas du Parlement de Bordeaux. Donc ce très beau texte, que Jean de Tourne met d'ailleurs sur la deuxième de couverture, c'est juste derrière la page de titre. Donc derrière la page de titre, vous avez le privilège. C'est un privilège qui ne vaut rien, mais ça fait rien, c'est quand même un privilège. Donc Jean de Tourne le publie dans son livre, présenté comme un livre avec privilège, alors qu'il n'a de fait pas de privilège, puisque le privilège du Parlement de Bordeaux n'a aucune efficacité à Lyon. Voilà, donc la reine a demandé ce privilège, donc elle est en position, encore une fois, d'affirmer sa position d'autrice. Et puis, on retrouve ce personnage important, Maurice Sèvres, dans l'affaire, puisque Maurice Sèvres va donner un sonnet en tête des Marguerites et en tête de la suite des Marguerites, puisqu'il y a deux volumes en fait, il y a les Marguerites et la suite des Marguerites. Sèvres donne un sonnet en début de chacune des deux parties, en 47, chez Jean de Tourne, ce qui fait dire à Baudrier, l'auteur de la bibliographie lyonnaise, que Sèvres serait l'éditeur scientifique de ce volume. Bon, la chose est à discuter, discutable. En tout cas, Sèvres a partie prenante dans l'affaire. Chez Jean de Tourne, une fois de plus, Sèvres était impliqué dans l'affaire Pernette du Guillet, dans la publication Pernette du Guillet, il est impliqué dans la publication Louise Labbé, il est impliqué dans la publication Marguerite de Navarre. Toutes les grandes autrices publiées chez Jean de Tourne ont un lien avec Maurice Sèvres. Donc il a sans doute un rôle. Est-ce qu'il est éditeur scientifique ? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, il s'implique dans l'affaire. Donc grand texte important de la reine de Navarre. Le texte est repris à Lyon, chez Reville, 1549. Voilà, vous en avez une édition ici, la page de titre. Et voilà, ce bois, je sais pas, vous connaissez peut-être ce bois, des nymphes poursuivies par les satyres. Vous avez les satyres, les nymphes, et poursuivies par les satyres, elles se métamorphosent en saule. C'est le bois, là je vous ai pris le bois de la Saulçay, de Maurice Sèvres, mais vous retrouvez exactement ce bois dans les Marguerites de la Marguerite, de Marguerite de Navarre, parce qu'elle a écrit un texte qui s'appelle La fable du faux cuidier, la fable de la présomption, en fait, de l'orgueil humain. Et cette fable utilise la même fable mythologique que la Saulçay de Maurice Sèvres.
les nymphes poursuivies par des satyres qui vont in extremis échapper grâce au dieu Harar, le dieu de la Saône, qui va sortir de la Saône et leur permettre la métamorphose en saule. La Saulay, là-bas, la Saulay au fond du confluent du Rhône, qui existe toujours un petit peu à Oulin, sous le nom de la Saulay à Oulin. Donc voilà, ça c'est la Saulay. Alors, encore une fois, là, vous avez la trace, le même bois gravé qui a servi pour la Saulçay de Maurice Sèvres en 1547, a servi en 1547 chez le même imprimeur Jean de Tourne pour les marguerites de la Marguerite des princesses. Donc c'est encore la preuve d'un lien étroit entre Sèvres, Marguerite de Navarre, Jean de Tourne, la promotion des femmes auteurs. Par le biais d'un bois, pas seulement par le biais des sonnets. Bon, je passe. Ah, Louise Abbé, quand même un mot de Louise Abbé. Alors, toujours Jean de Tourne. C'est vraiment le grand atelier dans lequel ces femmes sont publiées. 1555, les œuvres de Louise Abbé. Donc là, on a... je peux me contenter de commenter la page de titre sans entrer peut-être dans le détail des textes. On a toute la promotion des femmes sur cette page, avec le mot « œuvre », qui est un mot absolument non usité pour qualifier la production d'un auteur vivant à cette date-là. Pas du tout. On l'utilise pour les morts, et on l'utilise en général en latin. On l'utilise sous le nom de opéra, opéra omnia, opéra selecta. On n'utilise pas le mot « œuvre ». Ronsard va l'utiliser, mais en 1560. Ronsard va rassembler ses œuvres, qu'il va appeler les œuvres de Pierre de Ronsard, en 1560. Et il est un des premiers à le faire. Donc là, on est en 1555, 5 ans plus tôt. Une femme qui n'est rien, qui n'est pas noble, qui est fille de cordier, femme de cordier, lyonnaise, qui n'a encore rien publié, revendique œuvre. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a vraiment une volonté. Il y a une volonté d'imposer une œuvre de femme, par ce titre totalement exorbitant, œuvre. Autre chose exorbitante, évidemment, le privilège du roi. Le roi, Henri II, accorde à Louise Labbé son privilège. Non, ça, c'est pas le privilège. Ah ben, j'ai oublié de vous le mettre, je crois. Ah ben, j'ai oublié de le mettre. Il est dans le volume initial, en 55, il est à nouveau en 56. Le roi, très beau texte juridique, signé, chancellerie royale, sceau royal, etc., qui est le texte le plus gênant pour la thèse de Mireille Huchon, évidemment. La thèse d'une inexistence de Louise Labbé, d'une supercherie, supposerait que le roi Henri II a été trompé. Qui prend le risque d'aller demander un privilège au roi, signé du sceau royal, cacheté à la cire royale, sur une supercherie? C'est hallucinant. Donc le privilège fait partie des éléments de résistance à la thèse de la supercherie. Et puis l'autre chose importante sur cette page de titre, c'est le nom de l'autrice, Louise Labbé lyonnaise. Dans la mesure où aucune femme ne signe comme ceci, aucune femme au XVIe siècle. Et pas seulement à Lyon, pour le coup, dans tout le royaume. Si une femme publie, elle publie avec des marques, des titres autour de son nom. C'est pour ça que je vous avais mis des pages de titres. J'y reviens. Miroir de la pécheresse, très chrétienne, princesse Marguerite de France, reine de Navarre. Bon, pareil. Mais aussi, on a vu tout à l'heure Pernette du Guillet. C'est peut-être le plus marquant, puisque c'est aussi chez Jean de Tourne. Rime de gentille et vertueuse dame. Gentille, noble et vertueuse dame, Pernette du Guillet. Aucune femme ne peut publier sous son nom, nom-prénom. Nom-prénom, c'est une affaire d'homme. Clément Marot. François Rabelais. Louise Labbé, c'est exorbitant. Alors, je vois bien que l'argument pourrait se retourner. C'est tellement exorbitant que peut-être que justement ce serait une supercherie. Mais non, si les hommes avaient voulu faire femme, ils n'auraient pas mis ça, ils n'auraient justement pas pris ça. Prénom plus nom. Louise Labbé. Donc Louise Labbé, il n'y a pas de dame, alors qu'à l'intérieur, dans les poèmes de dédicace à Louise Labbé, elle sera appelée Dame Louise Labbé, dans les écrits des divers poètes. Donc là, ce nom sec, là encore, c'est la revendication d'un privilège, comme un homme. Écrire comme un homme. Œuvre de Louise Labbé avec privilège du roi. Donc tout dans le titre vous dit cette force de l'auteur qui arrive, et qui n'arrive pas seul sur la scène publique, qui arrive avec ce soutien des 24 textes, des 24 poètes qui lui ont donné des textes d'escorte à la fin du volume des œuvres.
dont Maurice Sèvres, dont Claude de Taillemont, dont Pontus de Thiard, dont Vauzel, tous les féministes dont on a parlé tout à l'heure, évidemment. Donc, évidemment, Louise Labbé, sans doute pas du tout une supercherie. Je voulais vous le montrer sur des textes, mais il faudrait entrer dans l'analyse des textes. Je ne sais pas si on a le temps. On n'aura pas le temps. Dommage, hein, les très beaux textes de Louise Labbé. Merveilleusement ironiques, tellement beaux, tellement fins, que ça ne peut pas être des textes d'hommes. Hein. Évidemment, c'est pas possible. Oui, voilà. Donc, l'épître dédicatoire qui se revendique féministe, hein, qui revendique le droit des femmes non seulement à savoir, à accéder à l'éducation, mais à écrire, à créer. Bon, tout le texte est concerté par tout un groupe, par un imprimeur, par tout un groupe d'humanistes, par tout un groupe de poètes, pour faire advenir une femme sur la scène publique. Donc, éliminer ça sans preuve, c'est quand même un peu dommage. Alors voilà, ça c'est peut-être le plus beau texte sur la vieillesse féminine. Peut-être que vous le relirez chez vous, Tant que mes yeux, etc. Hein, sur la vieillesse féminine qu'elle ne peut pas lire comme un homme le lirait, comme les hommes la lisent à l'époque. Hein. La vieillesse féminine, c'est cette chose atroce, hein, anti-érotique de ce corps accroupi, de ce vieux corps, hein, Ronsard. Bon, elles, non, pas du tout. Hein. Il n'y a rien de tout ça. La vieillesse, c'est autre chose que la péremption érotique. Et ça, c'est fort. Ça, c'est trop fort pour être une supercherie. Donc voilà, bon, vous relirez. Un mot sur Jeanne Flore, quand même. Alors Jeanne Flore, c'est problématique. On a un premier texte qui paraît en 1540 chez François Juste, sous le nom « La punition de l'amour contemné », donc l'amour méprisé, extrait de l'amour fatal de Madame Jeanne Flore. 4 contes sous ce titre, extrait de l'amour fatal de Madame Jeanne Flore. 2 ans plus tard, édition sans date, mais qu'on date assez précisément maintenant de 1542, Contes amoureux par Madame Jeanne Flore, touchant la punition que fait Vénus de ceux qui contemnent et méprisent le vrai amour. 7 contes. Les 4 premiers, le premier noyau des 4 chez François Juste et 3 autres. Ça, c'est chez Denis de Harcy, c'est la belle devise de Denis de Harcy. Ne bas, ne haut, médiocrement. Hein, ne haut, ne bas, médiocrement. Alors, qui est Jeanne Flore ? Le problème de Jeanne Flore, ce n'est pas du tout le problème de Louise Labbé. Louise Labbé, on a des attestations aux archives massives de l'existence de la famille Labbé, de Louise Labbé, du testament de Louise Labbé, des possessions de Louise Labbé. Donc c'est un personnage historique. Ce que ne peut pas contredire Mireille Huchon, bien sûr. Hein. Elle ne dit pas que ce n'est pas un personnage historique, mais elle dit ce personnage historique, qui n'est qu'une vulgaire courtisane, n'a pas écrit ces textes. Bah, oui, mais si elle n'avait pas écrit ces textes, dans Lyon, où tout le monde connaissait la maison Charlie Labbé, hein, les Cordiers, où elle a des frères, elle a un mari, elle a des frères, elle a des neveux. Si elle n'avait pas écrit son texte, la supercherie aurait peut-être percé avant Mireille Huchon, avant 2006. Mais bon, revenons à Jeanne Flore. Jeanne Flore, le problème, c'est que nous n'avons aucune attestation d'existence. Ni à Lyon, ni nulle part. Elle n'a publié qu'à Lyon, ses contes. Enfin, ses contes sont publiés à Lyon, dans un premier noyau de 4, puis un noyau de 7. Le fameux texte initial n'existe pas. Enfin, n'existe pas. L'amour fatal de Madame Jeanne Flore, qui serait le volume complet, peut-être 10, peut-être plus. Personne n'a jamais mis la main dessus. Bon, il y a un problème de résistance. Donc peut-être que Jeanne Flore n'est pas une personne historique, n'est pas une autrice. Et que c'est un volume, pour le coup, concerté par des hommes. C'est possible. Là, c'est vraiment possible sur Jeanne Flore. Dans la mesure où Jeanne Flore pourrait être le féminin de Juan de Flores. Juan de Flores, c'est un continuateur de Boccace, que Maurice Sèvres a traduit sous le nom de La déplorable fin de Flamette, en 1535, à Lyon. Donc Juan de Flores, ça donnerait au féminin Jeanne Flore. Donc ce serait une sorte de nom littéraire, de nom inventé, fictionnel, littéraire. Et puis surtout, les éditeurs des contes amoureux dans les années 1980 ont découvert une anagramme assez révélatrice au dernier conte, le conte 7. Ce conte est raconté par Briolène Fusque. Briolène, avec un Y, Fusque. Nom bizarre, qui est l'anagramme exact de « un qui baise Flore ». Donc, ils en ont tiré l'idée que c'était vraiment la preuve anagrammatique
de l'inexistence de Jeanne Flore, que Jeanne Flore était un être de fiction, que des hommes ont eu besoin d'utiliser pour produire une parole féminine. Parce qu'un mot quand même sur le contenu des contes amoureux, ces contes amoureux sont des contes racontés par des femmes, entre femmes. C'est un milieu bocassien, hein, on se raconte des histoires pendant les vendanges à Lyon, pendant le temps des vendanges, et ces femmes se racontent des histoires d'amour qui entraînent les femmes à l'amour adultère bien sûr, hein, à l'amour des corps jeunes, en dehors de la misère du mariage évidemment. Donc voilà, les contes amoureux, c'est peut-être, alors pas une supercherie, je ne crois pas une supercherie, c'est le besoin d'inventer un personnage féminin pour faire dire à une autrice et à des personnages de visant féminin un message qu'il est difficile de faire dire qu'une femme ne pouvait pas écrire de toute façon. Revendiquer l'amour sexuel avec des amants jeunes et beaux dans le temps des vendanges, etc. Bon. Donc voilà, on a une chose étrange, mais qui, encore une fois, favorise les discours des détracteurs qui nous disent, voilà, c'est la preuve qu'on écrivait n'importe quoi à Lyon, qu'on était prêt à inventer des femmes. C'est un peu plus... Ouais, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Donc, je vais m'arrêter là pour les différentes œuvres. J'essaye de terminer avec ces stratégies pour rendre acceptables les œuvres de femmes. Oui, quand même un mot de... Non, si. Georgette de Montenay, quand même, c'est important. Je laisse Proba Falconia, poétesse romaine du IVe siècle, éditée à Lyon au XVIe. C'est pas une vivante. Tant pis, on en parlera si vous voulez tout à l'heure. Mais j'en viens à Georgette de Montenay, qui, elle, est bien vivante, qui fait partie de la maison de Jeanne d'Albret. C'est une calviniste, Georgette de Montenay, qui vit à la cour de Jeanne d'Albret, c'est-à-dire entre Pau et Nérac, donc pas du tout à Lyon, qui vient se faire éditer à Lyon. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose de singulier à Lyon. Pourquoi elle vient se faire éditer à Lyon, chez Marc Aurèle, 1500. Donc là, c'est la réédition, 71, mais la première, c'est 67. Parce qu'elle veut... Elle fait un livre d'emblèmes et elle veut donner les images, évidemment, de ces emblèmes. Non, pardon, dans l'autre sens. Voilà, alors ça, c'est son portrait qu'elle a mis en tête du livre, avec l'anagramme de son nom propre à la fin. Gage d'or, tôt ne te mène, Georgette de Montenay. Voilà, je vous ai mis seulement le premier emblème. Donc ça se présente tout le livre. Les 100 emblèmes chrétiens se présentent de la même manière. Un bois, une devise dans le bois, qui en général est une citation biblique. La femme sage édifie sa maison. Et puis un petit poème qui illustre le bois et la devise, qui est une citation biblique. C'est une calviniste, donc elle cite la Bible évidemment tout le temps. Et sur la première emblème, sur la première gravure, vous avez la reine Justine d'Albret, à qui est dédié le volume. C'est elle la femme sage, sapiens mulier, qui édifie sa maison, c'est-à-dire qui édifie la maison calviniste, puisque Jeanne d'Albret était une reine prosélyte, évidemment. Jeanne, c'est la fille de Marguerite de Navarre. C'est la mère d'Henri IV. Vous la remettez en perspective. Et c'est donc la femme, la maîtresse de Georgette de Montenay. D'où la première, cette dédicace, d'une part, et le premier emblème qui lui est octroyé. Vous voyez comment cette reine, c'est Jeanne d'Albret, s'efforce de cœur non fin d'avancer l'édifice du Temple Saint, voilà, construire l'église calviniste, évidemment, ce à quoi s'employait Jeanne d'Albret. Donc, ce qui est très important, ce sont ces bois dont avait besoin Georgette. Georgette a écrit les textes, mais elle n'est pas graveuse, évidemment. Et donc, elle avait besoin d'un grand artiste qui se trouvait à Lyon, à ce moment-là. Il n'est pas lyonnais, mais il a beaucoup travaillé à Lyon, Pierre Voiriot. Donc, c'est le fameux Voiriot, celui qui a gravé le portrait de Louise Labbé. L'unique portrait qu'on connaisse de Louise Labbé a été gravé par Voiriot en 1955. Il est daté de 1955. Et c'est lui qui a fait les 100 emblèmes des emblèmes chrétiens de Georgette de Montenay. Donc on a un assemblage entre un graveur, une poétesse, un milieu éditorial lyonnais, et puis, je reviens en arrière, le privilège. Georgette de Montenay va demander un privilège. Alors on est dans le même cas que tout à l'heure avec Marguerite de Navarre et Simon Silvius, c'était son valet, son écuyer valet de chambre qui est allé demander le privilège. Là, c'est un commis, encore une fois, qui va le demander pour elle,
Par lettre patente du roi donnée à Paris, le 18e jour d'octobre 1566, donc avant la première édition de 67, signé par le roi, etc., est permis à Philippe de Castellas, demeurant à Lyon, de faire imprimer en telle marge et caractère que bon lui semblera, et mettre en lumière et distribuer par tel imprimeur ou libraire qu'il voudra nommer, un livre intitulé Cent emblèmes, composé par demoiselle Georgette de Montenay, et par même lettre patente est permis à Pierre Voeriot, donc c'est un double privilège, le privilège pour le graveur et pour l'autrice, etc. Alors qui est ce Philippe de Castellas qui demande le privilège? C'est personne. Enfin, c'est personne, c'est pas un auteur. C'est un Lyonnais, calviniste, très peu connu, mais qui faisait partie du petit monde lyonnais calviniste, ce qui restait de calviniste à Lyon dans les années 66-67. Il n'y en avait plus trop, plus beaucoup déjà, c'est le moment de la reprise en main catholique. Et Castellas, c'est le commis de Georgette de Montenay, qui en fait demande un privilège pour elle et pour Voeriot, privilège partagé, imprimeur et graveur. Donc voilà, encore une femme qui va revendiquer son œuvre, qui va revendiquer de construire son œuvre, de composer son œuvre avec un artiste et d'obtenir un privilège royal pour l'imprimer et la faire réimprimer. Voilà, donc Georgette de Montenay. Et je termine donc en revenant à Clément Marot et je vous montre donc cette fois-ci l'image de 1532, le fameux rondeau de Marot, suivi, vous avez la fin du rondeau en haut, et puis la fameuse réponse de Jeanne Gaillard. Donc ça, c'est la stratégie que je voulais évoquer pour terminer. Une autre des stratégies, après la stratégie de promouvoir un auteur en accompagnant sa publication. Pernette du Guillet, Marguerite de Navarre, Louise Labbé, etc. On a cette petite stratégie-là, qui est beaucoup plus menue, qui est celle qui consiste à donner place pour un texte disséminé, un ou deux textes disséminés. Ça, on l'a plusieurs fois chez les Lyonnais. Donc Marot donne à Jeanne Gaillard la possibilité d'écrire, de publier, pas d'écrire, de publier un rondeau. Elle en a écrit d'autres, puis je vous ai dit, je vous les montre. C'est pas très visible. Voilà, ça c'est malheureusement, il est numérisé le manuscrit sur la BNF, mais il n'est pas très lisible. C'est le rondeau de Jeanne Gaillard, le premier, celui de Marot, enfin celui qu'elle a donné pour Marot, là. Et puis vous en avez 6 autres. Donc preuve qu'elle a une œuvre, et sans doute beaucoup plus importante que ce qu'on connaît. Mais cette œuvre restait relativement privée, dans les manuscrits, si Marot n'avait pas permis, Marot avec toute la célébrité qui est déjà la sienne dans les années 1530, à Jeanne Gaillard de devenir une femme publiée. Donc voilà, ça c'était l'autre stratégie. Je n'ai pas vraiment le temps de développer cette idée, mais beaucoup de Bonaventure des Perriers va le faire. Antoine Dumoulin, dans des recueils poétiques collectifs, va le faire. Laisser la place pour un ou deux textes de femmes. Donc Jacqueline Stuart, donc Jeanne Gaillard, donc Claude de Bectose, des femmes dont on a un texte, deux textes publiés dans des petits recueils collectifs, parce que des hommes leur ont laissé, rappelez-vous, donner lieu à la main féminine, ont permis cette inclusion de textes de femmes dans des recueils d'hommes. Autre stratégie, mais je n'ai pas le temps de la développer, c'est la stratégie des lectrices. Je n'ai pas beaucoup parlé des lectrices. Beaucoup de ces textes sont aux femmes. Les lecteurs sont les dames. Il y a des appels aux dames. Louise Labbé fait ça, bien sûr, dans les œuvres, mais vous le retrouvez chez Pardoux-Duprat, vous le retrouvez chez Antoine Dumoulin, dans la dédicace de Pernette du Guillet, dans l'épître liminaire de Pernette du Guillet. Les textes sont adressés aux dames, aux lectrices. Donc on a l'attestation d'un lectorat féminin. Le problème, vous savez, c'est est-ce que les femmes étaient lettrées? À part les aristocrates, on n'est pas sûr, on ne sait pas trop combien de femmes étaient lettrées. On n'a pas de chiffres très parlants, mais il y en avait certainement plus qu'on imagine. Les femmes étaient capables de lire, alors pas nécessairement d'écrire, mais de lire. Vous savez qu'elles apprenaient, quand elles allaient aux petites écoles, elles apprenaient à calculer, à lire, et ensuite à écrire. Et l'épisode, le passage à l'écriture était souvent avorté pour beaucoup de femmes, de petites conditions. Mais en fait, des lectrices, il y en a beaucoup. Elles n'étaient pas nécessairement capables d'écrire, mais elles pouvaient lire. Il faut dissocier vraiment lire et écrire. Et du coup, il y a toute cette dimension des appels aux lectrices, des appels aux dames dans les œuvres. Mais bon, je n'ai pas le temps d'y revenir. Donc, je termine. Oui, vraiment. Je conclus. Sur 40 ans à peine, donc, entre 1533 et 1571, si je laisse de côté les textes des hommes, favorables aux femmes, si je prends vraiment les textes des femmes, on a au moins 8 femmes contemporaines publiées à Lyon.
Et c'est beaucoup, 8 femmes, sur les 70 à peu près qui ont publié durant tout le XVIe siècle, partout dans le royaume. Donc 8 femmes publiées à Lyon entre 1533 et 1571 pour 15 œuvres au total et 22 éditions différentes. Ce n'est pas 8 femmes, 8 textes. Hein. C'est 8 femmes, 15 textes et 22 éditions différentes. Donc il y a quand même, c'est petit, ça reste mince, ça reste modeste, mais il y a quand même un petit corpus d'œuvres féminines. Et je conclus vraiment, si je retrouve ma conclusion. Quelques éléments de conclusion. Il y a une nette évolution dans le siècle entre les textes qui parlaient pour les femmes et les textes des femmes. Donc les femmes sont advenues sur la scène publique. Ça a pris du temps, ça a pris quelques décennies, mais les femmes sont advenues sur la scène de l'écriture. À partir des années 30, apparition de femmes lettrées publiées à Lyon, Anne de France, Marguerite de Navarre, Élisène de Crène. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Et puis, apparition d'imprimeuses vers la fin des années 1520. Encore une fois, une vingtaine d'imprimeuses sur le siècle ont exercé. Et ces imprimeuses sont allées parfois jusqu'à être des éditrices scientifiques. C'est le cas d'Antoinette Perronnet. Donc on a vraiment une affirmation d'une capacité intellectuelle, pas seulement une capacité manuelle ou économique. On peut expliquer tout ça parce que Lyon n'est pas une ville universitaire. Je crois que ça, c'est très important. Il n'y a pas d'université. Ça veut dire que les imprimeurs ne sont pas tout entiers dirigés vers la production universitaire, c'est-à-dire une production masculine. Une production en latin, en matière juridique, en matière médicale, en matière théologique. Alors on en produit. On produit des éditions juridiques, médicales, etc. à Lyon. Mais pour un public plus lointain, parce que les universités ne sont pas là. La plus proche, c'est Valence. Il faut quitter Lyon pour aller à l'université. Et donc les imprimeurs, les ateliers d'imprimeurs sont des lieux de culture, d'imprégnation. C'est ça que j'aurais aimé vous montrer mieux, peut-être plus en détail. Les femmes ont acquis une culture dans les ateliers. Ça, on en est à peu près persuadé. Elles ont entendu parler, elles ont entendu lire, elles ont entendu corriger les épreuves, elles ont entendu dicter les textes. Je pense qu'il y a toute une culture d'atelier sur laquelle on n'a pas encore beaucoup de choses aujourd'hui, sur lesquelles il faudrait continuer à travailler. Ce qui fait qu'elles ont eu une culture sans avoir une culture académique, sans être allées évidemment dans les écoles ou les universités. À noter quand même, ce ne sont pas les femmes imprimeuses qui impriment les femmes. Jeanne Giunta, je vous parlais de la fille Giunta, elle imprime que du latin et pas du tout de femmes. Donc il n'y a pas de promotion des femmes par les femmes. Ce sont les hommes qui vont promouvoir les femmes. Et nécessairement, il fallait que les hommes desserrent le carcan, et ce sont des hommes qui vont promouvoir les femmes. Et enfin, dans les femmes publiées à Lyon, il y a beaucoup de femmes qui sont liées à la réforme de l'Église, réforme interne, Marguerite de Navarre, ou réforme Georgette de Montenay. Marguerite de Navarre, Georgette de Montenay, qui d'autre encore ? Isabella Sforza, on en parlait, Jeanne d'Albret, qui est publiée à Lyon aussi, petit texte. Voilà, il y a un rapport aussi à l'évangélisme et à la réforme dans l'émergence des femmes. Enfin, pour terminer, ce sont des hommes, certains hommes, qui ont vu l'intérêt de promouvoir des femmes. Je crois qu'on n'est pas du tout dans la guerre des sexes. C'est pas du tout ça. On n'est plus dans cette querelle un peu stérile des louanges et des réquisitoires contre les femmes. On est à un moment, dans les années 30, 50, en gros, à Lyon, où certains hommes ont vu l'intérêt de soutenir la publication des femmes, l'intérêt de prendre une identité féminine, Isabella Sforza pour Landau, ou Jeanne Flore, le fameux cas ambigu Jeanne Flore. Le féminin devient une composante du monde du livre à la fin du XVIe, alors qu'il était totalement absent de la période des incunables. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui, du féminin, advient grâce aux hommes sur la scène publique. Je m'arrête là. Merci infiniment, madame. C'est tellement riche qu'il aurait fallu, il faudrait 2 ou 3 conférences pour faire le tour, si on peut, le tour de la question. J'aurais plein de choses à vous demander, plein de questions à vous poser. Simplement, est-ce que ce n'est pas quand même cette spécificité lyonnaise, n'est-elle pas due au fait qu'à cette période très florissante pour Lyon, Lyon est un petit peu la capitale française? Alors, la capitale économique, pas la capitale intellectuelle.
Ça, malheureusement, Paris nous l'a toujours... Paris avec sa Sorbonne, Paris avec son Parlement, nous ont toujours ravi la capitale intellectuelle. La capitale économique, ça c'est évident. Capitale économique du royaume. En termes de livres, elle reste quand même la deuxième ville d'imprimerie. Hein. Paris est devant. Paris reste toujours devant. Donc, voilà. Il y a quand même eu l'influence de grandes dames comme que vous avez citées, Marguerite de Navarre, Jeanne d'Albret, il y a eu Louise de Savoie. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que ça a beaucoup compté. Oui. C'est une ville où la cour est très souvent à Lyon. Voilà. Donc c'est ça qui est très important. La cour est très souvent à Lyon. C'est dans ce sens que je le disais. Voilà, dans ce sens-là, Lyon devient la ville royale pendant des années du XVIe siècle. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est très important. Les choses vont basculer justement dans le dernier tiers du XVIe siècle. Et à ce moment-là, la Pléiade, en 1549, c'est Paris. Et il n'y a que des hommes. Bien sûr. Pas une seule femme. Non. Donc, alors, juste un détail pour Isabelle Sforza. La famille Sforza était tellement importante à Milan. Bien sûr. J'imagine difficilement qu'on ait pu plagier, enfin, publier sous info, en prenant son nom. Ça me paraît, c'est pas ça du tout. Ça me paraît incroyable. Tout à fait. Bon, mais je ne veux pas continuer. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions à poser. Avant qu'on ferme, parce qu'après, c'est le gardien qui... Est-ce que vous avez des questions à poser? Ma foi. Oui. J'avais une question très terre à terre. Comment étaient financées ces publications des hommes? Déjà, ça posait problème, mais pour les femmes? Alors, c'est les libraires qui prenaient les risques. Les imprimeurs, quand il n'y avait que des imprimeurs, en général des libraires derrière, ou la compagnie des libraires parfois, c'est eux qui prenaient tous les risques financiers. Il n'y a pas d'argent pour les auteurs. Hein. À cette époque-là, il n'y a pas du tout d'argent pour les auteurs. Dans le meilleur des cas, ils ont des exemplaires d'auteurs. Donc, quelles que soient les ventes, quels que soient les risques, les résultats, les bénéfices ou les pertes, c'est pour le libraire et l'imprimeur. Et du coup, il y a des financiers derrière. Il y a toujours des financiers derrière. D'où les grandes familles comme les Junta, c'est très souvent des grands financiers. Alors, il y a des petites maisons, des petits imprimeurs, mais les grosses structures d'imprimerie, de librairie à Lyon, c'est des grosses structures financières, avec des locaux commerciaux un peu partout en Europe, un grand marché du livre avec les foires, un marché international. Enfin, c'est des réseaux très équipés économiquement. Oui, moi je voulais juste savoir, vous avez parlé de la main féminine. Quelle était en termes de contenu, justement, cette différence entre les hommes, les écrits des hommes en termes de contenu et ceux des femmes? Alors je ne suis pas sûre qu'il y ait une différence de contenu. C'est pour ça que je parlais du pétrarchisme de Pernette du Guillet. Elle écrit une poésie amoureuse à la manière de Pétrarque, exactement comme Sèvres va le faire, exactement comme Ronsard va le faire, exactement comme tous les poètes du XVIe siècle vont écrire des sonnets enfin, elle n'écrit pas encore des sonnets, mais une poésie pétrarchiste. Donc sur l'amour, il n'y a pas fondamentalement de différence. Sur la poésie spirituelle, non plus, parce qu'on peut reconnaître celle de Georgette de Montenay, par exemple. Hein. On va la retrouver chez les hommes, bien sûr, aussi. Les contes amoureux, tout ce qui est narratif, hein, histoire brève, récit encadré à la manière de Boccace, du Décaméron, c'est pas non plus différent. Je pense pas qu'il y ait une différence par essence essentielle. Il y a pas, je ne crois pas au différentialisme, en fait. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait une main féminine qui écrirait une littérature différente. Parce que la littérature est tellement d'imitation à la Renaissance qu'on écrit en imitant. Donc si on écrit en imitant, les femmes ont besoin d'imiter de fait la littérature masculine. Et Louise Labbé refait de la littérature masculine. Sauf qu'elle y introduit, c'est ça, la main féminine, quelque chose qui est étrange dans la littérature amoureuse, l'ironie. L'ironie, la provocation par insinuation ou par ironie, ce qui normalement est incompatible avec la poésie lyrique. Donc il y a des petits éléments parce que justement, s'introduire dans la poésie masculine, quand on est une femme, à un moment donné, ça bute. C'était les textes que je n'ai pas eu le temps de commenter, mais elle ne peut pas complètement reprendre le code masculin. Et donc c'est là où il y a des petits moments. Et c'est l'ironie magnifique de Louise Labbé, par exemple. Sinon, je pense qu'elles écrivent globalement la même chose quand même. Et pour l'amour supposé de Pernette du Guillet pour Maurice Sèvres, est-ce que ce ne serait pas un petit peu comme justement l'Adélie, une idée un jeu littéraire, platonique,
reprise idée. de Platon, hein, mais et puis qu'on retrouverait un petit peu, enfin, qui serait comparable à l'amour courtois du Moyen Âge. Oui, tout à fait. C'est pas- Ce sont des codes littéraires. Alors, Voilà, exactement. vouloir exciper de ça une réalité biographique, une histoire d'amour, un adultère, c'est très Non, dangereux. ça c'est me très paraît- dangereux. ça me C'est paraît- à éviter. Ouais. Mais bon, il y a le codage anagrammatique qui fait qu'il y a bien du Maurice Sèvres, il y a bien Maurice Oui, Sèvres, mais parce voilà. qu'on voit bien, Mais vous c'est un l'avez jeu, dit, hein. que c'est la personne importante. Ouais. Donc, ça me paraît tout à fait normal. Mais bon, pour Louise Labbé, il faut dire qu'elle était tombée dans l'oubli et que c'est le 19e siècle, très misogène, qu'il a sorti en la présentant comme une vulgaire courtisane. Oh, déjà au XVIe. Ah oui. Duverdier le dit déjà au XVIe, hein, il commence Louise Labbé, courtisane. Alors que la Croix du Maine dit Louise Labbé, femme très docte. C'est le début de leurs deux notices, hein, écrites en même temps, en 1584-1585. Donc Louise Labbé, courtisane, ça commence au XVIe. Et c'est l'Académie de Lyon, au XVIIIe, qui redécouvre Louise Labbé. L'Académie de Lyon va publier Louise Labbé et faire une très belle édition savante, sans tout le tissu d'ânerie, justement, biographique, sur Louise Labbé, érotique, chaude, etc. Ouais, Enfin, c'est toutes les sottises qu'on lit encore dans les manuels aujourd'hui. Très belle édition de l'Académie de Lyon, 1762. C'est la redécouverte de Louise Labbé après un siècle et demi d'éclipse totale. Mais il y a encore des Lyonnais qui la présentent comme ça. Oui. Récemment, dans une conférence, on l'a présentée comme ça. Moi, ça me hérisse.